Hello tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de FaceTime. Alors clairement, je me suis rendu compte que je m'étais grattée, donc mon eyeliner est à moitié parti. Et j'ai encore mon herpès, mon bouton de fièvre. Je sais pas quand est-ce qu'il va partir. Alors on va vivre avec... j'ai vraiment... C'est une croûte, en fait, c'est juste une croûte en boule sur ma lèvre. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pour l'instant c'est pas encore parti, donc let's go. J'avais envie de faire une vidéo FaceTime sans réellement savoir sur quoi j'allais parler. Et il y a un truc que j'ai remarqué chez moi, et c'est un pattern que je répète tout le temps, et donc j'ai envie de vous en parler ce soir. Quand je parle de vidéos où où je parle d'un pattern, où je parle de trucs sur moi, j'ai remarqué que, comment dire, j'avais tendance des fois à me répéter. Mais une vidéo FaceTime, c'est pas une vidéo à re-regarder, c'est une vidéo, c'est ce que je dis souvent, mettez-la en background et allez faire votre vie, faites-vous à manger, faites-vous à boire, faites ce que vous voulez, mais juste comme, c'est pas tant le genre de vidéo où tu te poses et tu regardes, c'est plus une vidéo style podcast. D'ailleurs, je vous conseille toujours de cliquer en haut, juste ici à droite, dans les paramètres, vous avez vitesse de la vidéo, vous mettez 1.5 et du coup ça va plus vite. C'est ce que je conseille tout le temps. FaceTime de base, si vous savez pas ce que c'est une série de vidéos que j'ai commencé il y a quasiment 8 mois. Et c'est vraiment juste moi qui parle d'un sujet de mon choix, sans aucun montage, sans aucune coupure. Enfin, c'est vraiment juste, je filme et ensuite je poste. Donc voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose que j'appelle la honeymoon phase, donc la phase lune de miel. Et je vais parler surtout dans les rencontres en général. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être la seule à en parler? Aïe, aïe, j'ai la chaise qui m'arrache les cheveux. Pourquoi j'ai l'impression d'être la seule à en parler, d'être la seule à le vivre, d'être la seule à voir ça dans ma vie, quoi, tu vois. En fait, la honeymoon phase, ce que je décrirais, la caractéristique de la phase lune de miel, j'aurais pu parler, c'est que quand je commence à faire des rencontres, que ça soit c'est tout le temps des rencontres, je fais pas ça dans mes amitiés, je fais juste ça dans mes rencontres plus amoureuses, on va dire, entre guillemets. J'ai remarqué que j'ai ce pattern de je rencontre la personne et on commence à parler. Et on parle une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées, et encore, et encore, et encore. Et au bout de 3 semaines, un mois, de parler tous les jours, des fois de s'appeler, des fois genre juste de s'écrire toute la journée, il y a un moment donné où ça descend. Ça descend de plus en plus et l'intérêt diminue. Et dans ces cas-là, je sens que moi mon intérêt diminue, je veux dire, je le ressens, je suis pas non plus, tu sais, complètement insensible en me disant bon moi je suis hyper intéressée par la personne et voilà, j'adore lui parler à H24. Oui, mais oui, je sens que mon instinct, pas mon instinct, mais mon intérêt diminue. Attends. Voilà. Mon intérêt diminue, mais comme je suis une personne qui est gentille et j'ai peur de blesser, je finis par ne pas le faire. Je finis par ne pas communiquer mon manque d'intérêt, ne pas communiquer le fait que je commence à me lasser. Et donc je fais ça et ensuite la personne se lasse de son côté, sauf qu'elle me le dit, elle me le fait comprendre. Et moi je me sens rejetée parce que je me dis putain j'en avais marre avant, pourquoi je l'ai pas dit. Cette phase lune de miel, je l'ai vraiment connue avec Roméo plusieurs fois, et je veux dire Roméo, mais j'en ai plein d'autres là qui me viennent en tête, mais que je peux pas tellement dire. J'ai parlé avec plusieurs personnes dans ma vie et ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été très accrochée dès le début et c'est sûrement une des traces de la dépendance affective dont je suis parfaitement consciente d'avoir, et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, il me semble, sur la dépendance affective en général. Et donc ça fait que dès que je rencontre quelqu'un, je m'accroche très vite et je me décroche très vite aussi. J'ai ce côté où j'ai en parlé à une amie et elle m'a répondu mais Guita, pourquoi tu continues à agir comme ça si tu sais que ça va faire comme ça, si tu sais que il y aura cette phase. Et je savais pas trop quoi dire en fait. J'étais un peu en mode ouais, je sais pas trop. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours
eu ce besoin de projeter tout de suite, projeter beaucoup et avoir de l'espoir qu'une relation fonctionne et tout. Et en fait, la lune de miel fonctionne un peu avec le love bombing, je trouve. Le love bombing, si vous savez pas ce que c'est une personne qui va te donner énormément d'amour d'un coup et qui va tout te retirer d'un coup. Comme un exemple, quand j'ai reparlé à Roméo la dernière fois, et c'est un des exemples les plus violents que j'ai vu de love bombing, c'est que on a recommencé à se parler et pendant 3 semaines, j'étais la femme de sa vie. Il voulait m'appeler tous les jours. Tous les jours. Il me parlait pendant des heures et des heures et des heures. Quand on s'appelait au téléphone, on parlait pendant 3-4 heures. Et c'était vraiment genre des phrases en mode vraiment mais je me suis toujours vue être en couple avec toi, ou t'as toujours été différente. Tu sais, vraiment appuyer sur ce t'es pas comme les autres, t'es mieux, c'est pour ça que je te choisis. Et c'est une phrase typique de personne qui est un peu pervers narcissique sur les bords, tu vois. Et je veux dire, c'est pas le premier, j'en ai déjà parlé des pervers narcissiques dans une de mes vidéos. Sur ma vidéo amitié, j'en ai parlé. Et c'est dommage parce que j'ai oublié son faux nom, donc je peux pas en parler. J'ai dans mon téléphone et j'ai pas envie de me lever. Mais non, vraiment, le côté... C'est pas Jules, je sais plus. Mais vraiment, son côté, tu sais, où vraiment, tu te sens tellement différent. Tu te dis mais c'est génial, mais cette personne me comprend enfin, elle comprend enfin mon love language, elle comprend enfin tout ce que j'ai à donner, elle comprend enfin tout ce que j'ai à montrer. Et finalement, non, en fait, elle comprend rien du tout, tu te manges une claque dans la gueule encore et encore, parce qu'en fait, c'est un temps où pendant 15 jours, allez, grand max, 21 jours, entre 21 et 30 jours, c'est comme une période d'essai. Une fois que la période d'essai, elle est terminée, salut, merci, bonsoir, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je sais pas pourquoi ça m'arrive tout le temps comme ça, je sais pas pourquoi c'est tout le temps... frisson. Pourquoi c'est quelque chose qui est autant présent dans ma vie. Et après, je commence à, je réfléchis, je me dis, bon, est-ce que c'est peut-être le fait que ces rencontres-là, c'est très souvent des rencontres virtuelles. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a, tu sais, est-ce que j'ai un problème de pas vraiment rencontrer les gens dans la vraie vie? Et là, la personne avec qui j'ai parlé récemment, ça a fonctionné bien, tu vois, et moi, je pense qu'il y aura pas de suite. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'une rencontre réelle est programmée, ça finit par ne pas fonctionner. Il finit par ne... Enfin, quand je dis il, c'est la relation. La relation finit par ne pas aboutir. Et je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est un truc du destin? Est-ce qu'il faut pas que ça arrive? Est-ce qu'il faut que... Genre... Je comprends pas. Je me dis, c'est quoi le truc? Genre, est-ce que j'ai un problème? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas le droit, en fait, d'avoir une relation où il n'y a pas ce côté too much? Je préfère avoir beaucoup moins de messages, beaucoup moins d'attention, et ensuite que la relation continue et justement s'améliore pour le mieux, plutôt que d'avoir énormément d'attention, énormément de compliments, énormément de tout dès le début, mais tu vois, genre je préfère voir la personne, et ça reste que je serai toujours une personne anxieuse vis-à-vis de l'idée de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est pas... Mais quand je te dis anxieuse, c'est que c'est comme si mon corps se mettait en alerte maximale. Donc les jours avant le date, je suis pas bien. J'ai littéralement mal au ventre. J'ai la nausée. Genre, mais vraiment la nausée. J'ai le cœur qui palpite. J'ai de l'anxiété fois 1000. Je suis en PLS. Littéralement. Avant chaque date. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'avais fait une date avec quelqu'un. Et cette personne-là, quand je l'ai vue arriver la première fois, je me suis dit, tout va bien. Mais juste avant de voir la personne arriver, j'ai mon cœur qui a commencé à palpiter. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi je suis pas chez moi? Et c'est ça, en fait, ce truc, c'est que je reste tellement tout le temps dans ma zone de confort qui est être chez moi, être sur mon iPad à regarder des séries, ou bien prendre des photos, genre un exemple me maquiller, prendre des photos tout dans genre artistique. La dernière fois j'avais fait un photoshoot avec ma caméra digitale, genre j'allais faire un make-up un peu année 2000, ça faisait des photos trop cool.
tu sais, genre je me challenge plus assez, je suis tellement dans mon confort et en même temps je veux sortir de mon confort, sauf que quand je dis aux gens je veux sortir de mon confort, les gens vont dire ah trop bien, et quand je dis ah, je suis anxieuse, ah bah alors arrête, je suis comme mais ouais mais je peux pas tout le temps vivre en fait en ayant peur de faire les choses, genre j'ai peur de faire des dates, j'ai peur de dater, genre ça fait 5 ans que je suis célibataire tu vois, et quand on me dit ah du coup genre t'en es où dans des relations amoureuses, et je suis juste comme bah en fait c'est un peu le néant. C'est un peu le néant parce que j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Je sacralise beaucoup trop l'amour et la sexualité. Pour moi je le sacralise mais d'une façon genre c'est... Pour moi c'est oh mon dieu c'est un big deal. Et justement le fait que je sacralise autant ces choses-là, choses que je choisis pas, hein, c'est mon cerveau, c'est mon psyché qui sacralise ce genre de truc. Je choisis pas réellement de le sacraliser autant, mais ça fait que ça me pénalise dans la vie de tous les jours parce que j'ai peur. À la différence des personnes qui ne sacralisent pas tout ça, et bien justement elles peuvent vivre leur vie, elles peuvent avoir leur tentation, relation, amour, ce que tu veux, sans ce côté, tu sais, hyper vigilant du est-ce que tu devrais faire ça? Est-ce que tu vas pas le regretter? Est-ce que tu vas pas te sentir coupable? Est-ce que si, est-ce que ça... En fait, c'est toute une déconstruction qu'il faut que je fasse. Sauf que laissez-moi vous dire que cette déconstruction, elle dure pas 10 minutes. C'est long à faire. Je devrais voir un psychologue, je devrais voir une sexologue, je devrais voir des gens qui pourraient justement m'aider à déconstruire ce type de relation-là. Parce que de moi-même, je n'y arrive tout simplement pas. J'arrive pas à banaliser les relations comme maintenant on le banalise. Et quand j'entends les gens dire ouais mais moi c'est casual, c'est rien d'autre, c'est juste chill, je suis comme oh je suis incapable de ça. Je suis incapable. Moi je suis sapiosexuelle, j'ai besoin d'avoir c'est quoi déjà non je suis pas vraiment sapiosexuelle mais je peux comprendre la sapiosexualité. Si vous savez pas ce que c'est d'avoir un attrait mental pour la personne. Donc ça veut dire que bon, généralement il me semble, si je dis pas de conneries, que les personnes qui sont sapiosexuelles peuvent être turn on physiquement par une personne qui physiquement les attire pas mais mentalement les attire. Tu vois ce que je veux dire? Genre admettons le mec il est super intelligent, il te fascine mais il te plaît pas, mais comme son psyché t'intéresse énormément et tu trouves ça sexy, tu vas être attiré par lui. C'est ça que je veux dire. Et personnellement, je comprends. Après, moi, j'ai ce côté où je suis super superficielle. Genre, je vais en parler quand j'étais plus jeune avec mes potes. Et c'est quelque chose que j'aimerais dire que c'est pas vrai. Je suis très, très superficielle. Et d'ailleurs, je vais continuer cette vidéo sur le sujet de la superficialité. Il y a un côté, en fait, où j'ai toujours grandi dans un domaine où pas forcément pour l'amour, dans l'amour aussi. Je me rappelle quand je parlais, un exemple des personnes avec qui je parlais avec ma mère, elle était comme mais ils sont mignons, pourquoi, c'est quoi ton problème? Puis moi j'étais comme moi j'aime pas du tout, tu vois. J'étais vraiment difficile, j'avais des critères très très élevés, très précis et tout. Et avec le temps ça va pas en s'arrangeant, hein. Je me dis ah bah tiens je vais enlever des critères, puis finalement genre quand je parle à la personne je suis comme ouais non, les critères sont toujours présents. C'est pas quelque chose que j'arrive à enlever, c'est pas quelque chose que j'arrive à taire, c'est quelque chose que malheureusement est toujours très présent dans ma vie. J'aimerais bien ne pas être aussi exigeante, mais je n'y arrive tout simplement pas. Donc je me dis à un moment donné, vis avec toi-même. Et donc ça fait que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14-15 ans, j'ai eu une phase physique où j'étais pas belle du tout. Vraiment j'étais l'adolescente ingrate, donc vraiment, et je parle de moi si vous êtes comme ça et que vous plaisez, mais vous êtes probablement adorable, c'est juste ma perception de moi-même. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu cette phase là où j'avais beaucoup d'acné, mais pas de la grosse acné, c'était toutes des micro boutons, tu vois, un petit peu partout sur le visage. J'avais comme un visage plus petit que ce que j'ai maintenant, comme si mon visage faisait plus, bon il faisait pas ça tu vois, mais t'as compris, plus petit. Donc mon nez semblait plus gros, mes lèvres semblaient plus petites, ma moustache semblait plus noire, mes yeux semblaient plus petits. Donc c'est comme si tout était un peu tassé comme un bulldog, tu vois. Et donc du coup j'avais ça, un peu cet aspect de visage tassé, puis mes cheveux étaient très foncés, ils étaient tout aussi foncés, mais à ce moment-là
ça avait pas le même look. Puis j'avais les cheveux comme qui m'arrivaient à peu près là, à une longueur assez étrange sur moi, avec des boucles qui étaient pas définies, donc bref. Juste à ce niveau-là, c'était pas ouf. Puis physiquement, bah, c'était vraiment le début de ma puberté. Donc, pas vraiment surpoids, mais pas non plus mince ou dans la norme. Juste un peu genre... J'étais comme un mini muffin, mais à l'envers. J'avais le top du mini muffin, puis c'est ça, je mettais des jeans slim, très très slim, qui me moulaient, mais alors tout sur mon corps. Donc ça me faisait des immenses bourrelets au niveau des... ici, là. Attends, regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur mon corps actuel. En gros, j'étais taillée ici. Vraiment, ça faisait ça. Ça faisait vraiment comme un mini muffin. Et donc quand je me mettais sur le côté, forcément, bah, j'avais un ventre plus enflé. J'avais aucune fesse. J'en ai toujours pas beaucoup. Mais voilà, c'est ma vie. J'ai des seins, j'ai pas des fesses. On peut le voir. Tant pis. Mais voilà, et j'étais pas grande. J'ai jamais été grande. Je fais 1m63, tu vois. Donc à l'époque, il y avait ça. Plus le fait que j'avais vraiment pas des belles dents. Alors, j'ai pas eu un problème énorme au niveau dentaire. En fait, j'avais des dents de lapin. J'avais vraiment ces deux dents-là, ici, qui étaient normales, et celle-là, ici, qui étaient vraiment plus courtes. Donc, j'ai eu, bien évidemment, des bagues, aussi appelées broches au Québec. Donc, j'ai eu des bagues pendant 1 an et demi. Ça a été très récent, enfin, vraiment pas long. J'ai eu des bagues qui ont très bien fonctionné, ça a fait tout redescendre mes dents, mais j'ai eu, quand j'ai eu mes bagues, la période moche. Donc vraiment, avec les bonnes grosses bagues, parce que moi forcément je mettais des couleurs dedans, donc avec les élastiques et tout, et ça peut être très très joli. Mais sur moi, comme j'avais un peu ce physique ingrat, et ben ça faisait que j'avais un peu de l'air conne. Je vais pas vous mentir. Vraiment un peu comme ça. Allô, bête. Genre j'avais l'air bête. Et ma mère, qui a toujours été très, comment dire, exigeante sur mon apparence, n'appréciait pas en fait justement de voir que j'avais de l'air bête. Et on peut se dire c'est méchant et je peux comprendre, mais en même temps c'est vrai qu'avec le recul, je vois les photos de moi à l'époque et je me dis oh là là, qu'est-ce que j'ai de l'air conne. Genre j'ai l'air bête à bouffer du foin, on dirait que je suis là en mode dégueu. Et donc cette superficialité en fait que j'ai toujours connue, je l'ai vécu, en fait je l'ai trimballé dans ma vie. Et c'est comme un exemple bien s'habiller. Bien s'habiller, quand j'étais plus jeune, il y a eu ce côté où j'ai suivi, mais ça j'en ai parlé dans ma vidéo sur la mode, j'ai suivi la mode, j'ai été très mouton comme tout le monde. Puis ensuite j'ai voulu m'habiller hyper funky par moi-même. Et donc en essayant d'être super funky, je me suis un peu perdue dans les couleurs, les motifs, les imprimés, j'essayais du layering qui fonctionnait pas, je mettais des choses qui allaient pas forcément ensemble parce que justement je découvrais à m'habiller par moi-même parce que j'avais jamais réellement connu ça. Puis avec le temps, j'ai su comment m'habiller, j'ai su ce qui me plaisait. Voilà un exemple aujourd'hui, je trouve que c'est un style, c'est une représentation parfaite du nouveau esthétique que j'aime. Un pantalon un petit peu fluide, large, qui est vraiment genre hyper confort. Une de mes chemises préférées qui vient de chez Collusion, mais pour apporter un petit jeu de couleurs et motifs texture, j'ai un body en mèche en dessous, tu vois, le collet qui dépasse justement pour apporter un peu plus de détails et des boucles d'oreilles smiley parce que la vie est belle en fait. Mais ce côté justement un peu plus travaillé, je n'ai pas su le faire avant longtemps. Et quand j'ai commencé à être un petit peu anxieuse et tout en France, et que là j'ai commencé vraiment à me sentir de moins en moins bien dans mon environnement, j'en étais rendue en fait à un point où, comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur l'anxiété me bouffait, l'anxiété me contrôlait à 100%. Je ne me contrôlais plus, l'anxiété me contrôlait, je pouvais pas faire des choses sans être pas bien. Et pour moi, l'idée d'avoir un boulot, alors je me disais, non mais t'imagines, tu dois te réveiller chaque jour, aller dans un endroit, dans un boulot, de 9h à 5h, tu ne peux pas bouger, tu es à ce boulot, t'as pas le choix, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre, j'ai eu beaucoup de mal à vivre un petit peu, donc forcément j'ai pas travaillé quand j'étais en France. Et quand je suis arrivée au Canada, quelques mois plus tard, je me suis dit ok, il faut que je travaille. Et trouver un travail justement m'a permis en fait de me développer en tant que personne. Je dis pas que le travail a fait toute mon éducation, mais je dis que j'ai réussi à me sentir mieux et aussi dans ma façon de m'habiller pour moi. Et ça c'est quelque chose, chacun fait ce qu'il veut. Vraiment ça vous regarde vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, je trouve qu'arriver au travail en étant pas apprêté, c'est un manque de respect envers son employeur. Je m'explique, je travaille dans un café, je travaille toujours dans un café, il est différent mais dans un autre. C'est un service à la clientèle, les gens me voient tous les jours. Tous les jours, je vais donner des boissons à des clients, enfin tous les jours.
tous mes shifts, ok? Les gens me voient, les gens voient une certaine apparence. Tu te rends compte que quand j'ai eu mon bouton de fièvre, j'avais envie de travailler avec un masque pour te dire à quel point ça me complexait, parce que je me suis dit, les gens vont se dire, regarde, c'est dégueulasse. Après je me suis dit, bon Guita, calme-toi, je pense que les gens ont déjà vu un grain de beauté, je pense que, enfin un grain de beauté, un herpès, les gens peuvent penser que c'est un grain de beauté, et c'est toi qui bug là-dessus, tu vois, parce que tu sais qu'il est là. Mais pour moi, ça a été toujours un point d'honneur d'arriver au travail, les cheveux soit coiffés, soit faire un truc avec mes cheveux, pas juste en pagaille. Maquiller, toujours maquiller. Je veux pas avoir l'air fatiguée ou maquiller léger ou j'en sais rien, juste un petit je vais bien. J'ai toujours des accessoires, j'ai toujours des boucles d'oreilles. Moi, si vous me voyez sans boucles d'oreilles, c'est qu'il y a un problème chez moi. Clairement, les boucles d'oreilles, c'est ma seconde nature. Je vis pour les boucles d'oreilles, j'ai un présentoir de boucles d'oreilles ici, incroyable, en France, tout autant. C'est ma vie, ma raison de vivre, mon âme, mon être finalement. Donc toujours des boucles d'oreilles et toujours habillée différemment. Je m'habille jamais pareil 2 jours de suite, mais c'est parce que j'ai de la chance de pouvoir le faire, parce que j'ai énormément de vêtements, que ce soit ici en France. Je suis une fille de friperie, je vais tout le temps en friperie, forcément j'ai tout le temps de nouvelles fringues. Hier j'ai acheté encore 2 tops, avant-hier j'en ai acheté encore 2, mais il y a 2 jours j'ai été porter peut-être sincèrement un sac d'au moins 8 ou 9 kilos de vêtements, tu vois, à la friperie à côté de chez moi, parce que j'en avais trop. Et c'est ça en fait, c'est un éternel recommencement dans le sens où j'achète, je lave, je porte, je rentabilise, je redonne. Je suis satisfaite avec mon équilibre. Mais ça reste que physiquement, j'aime la mode, j'aime les gens bien habillés, j'aime les gens qui se mettent en valeur, j'aime aller travailler avec des gens qui sont sapés, tu vois. Et quand j'ai été faire un entretien chez Simons qui est une marque de vêtements ici, qui fait un peu penser à un mélange, je dirais sincèrement en France, avec... Ça me fait un peu penser à Zara, sur certains points, et en même temps, c'est comme... un peu comme un genre de galerie... Ah non, c'est un peu comme un genre de galerie Lafayette. C'est un petit peu moins riche que les galeries Lafayette, mais il y a une section création, créateur, pardon, il y a une section avec énormément de vêtements hyper colorés, hyper funky, comme des vêtements très très simples et très très genre tailleur de tous les jours. Et justement, quand j'ai été faire mon entretien là-bas, j'ai pas été prise malheureusement. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais je n'ai pas été prise. C'est pas grave parce que justement, tout va mieux pour le mieux. J'ai trouvé un emploi qui est plus près de chez moi, où je m'épanouis beaucoup. Mais j'ai avoué que quand je suis allée dans cette entreprise-là, pour mon entretien d'embauche, j'ai été flabbergastée par la mode de toutes les personnes qui travaillaient là-bas. Toutes les hommes et les femmes et les personnes que j'ai vues au fur et à mesure de moi, qui défilaient, qui partaient en pause ou j'en sais rien, je n'ai jamais vu des gens aussi bien habillés à Québec. Tout simplement. C'était magnifique, tout le monde était tellement tiré à 4 épingles et genre j'étais comme ah mais c'est là qu'il faut que je vienne pour voir des gens habillés, parce que j'ai l'impression que personne s'habille, plus personne prend le temps de s'habiller maintenant, tout le monde est en jogging, tout le monde est en jean avec des gros pulls tous les jours, personne ne fait l'effort de s'habiller funky, tu vois, et moi c'est quelque chose qui me plaît. Et ouais, j'ai vu des meufs, elles étaient tellement bien habillées, genre j'étais un peu genre pendant mon entretien, parce que ça m'a marqué, tu vois. Et c'est drôle parce que je parlais à quelqu'un récemment et je me suis plaint à un moment donné de mes... que ce soit mes... je me suis plaint juste des gens qui n'étaient jamais apprêtés au travail. Et cette personne-là m'a dit « Oh, j'ai été extrêmement choquée du fait que tu sois médisante envers ces personnes-là. » J'étais comme « Mais en fait, tu me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne me connais pas. Tu sais pas. Oui, je suis médisante par moments quand je trouve que les gens se laissent aller. Je trouve ça dommage parce que tu sais, quand moi j'arrive en France et que je vois juste à l'aéroport de Toulouse comment les gens sont beaucoup mieux habillés qu'ici. Le Québec, en termes de mode, c'est mort. En tout cas, quand je dis le Québec, c'est la ville de Québec. En termes de mode, j'ai travaillé dans 2 cafés différents. J'en ai vu des gens. J'ai rarement vu des gens très bien habillés. Et quand il y en avait, je leur disais « J'adore votre manteau, j'adore votre jupe, j'adore votre... » J'en ai dit des compliments. C'était plus des touristes. Je vais être honnête. Je vais cacher mes seins, je suis désolée. Il y a toujours ce petit... petite apparition. Bonsoir. Mais ce fait de ne pas faire d'efforts quand tu fais un travail... Et moi, je connaissais quelqu'un dans le domaine du travail, justement. Je peux pas vraiment mentionner, bien évidemment par souci d'anonymat, je peux pas tellement mentionner qui est-ce,
mais une personne qui était haut placée quand même dans son métier et qui ne faisait jamais aucun effort physique, hein, qui était constamment en pantalon de jogging, les cheveux gras, les cheveux mal... Enfin... en chignon mal fait, enfin je veux dire c'était une personne qui ne prenait absolument pas soin d'elle au travail, c'était une personne que je dis haut placée dans son travail, donc je me suis toujours demandé comment ça se fait que cette personne là n'a pas le respect nécessaire pour ses clients, parce que bien évidemment tu sers un client, tu lui sers un sandwich, que tu sois habillé en tailleur ou que tu sois habillé en jogging, le sandwich il a le même goût, mais c'est pas la même classe. C'est pas la... Quand je dis c'est pas la même classe, c'est pas en mode de la classe, classe de vie, tu vois. C'est vraiment en mode l'élégance. Et c'est un truc que je trouve qui se perd. Et pour moi, c'est important. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, mais Guita, t'es trop mal habillée, genre. Je déteste sa tenue. Et ben d'accord, mais à mes yeux, je suis apprêtée. Et comme je suis apprêtée, je me sens bien, je me sens naturellement plus confiante. J'ai naturel... Tu vois, là j'ai un exemple, j'achète des vêtements, je me dis, ok, ça je vais mettre ça avec ça pour aller à tel endroit, pour aller au café, je m'habille comme ça et tout, ça va être grave cool. Bref. J'ai cette création, j'ai ce plaisir, j'ai cette envie justement de me sentir bien parce que oui, m'habiller bien, ma superficialité fait que elle m'aide à me sentir plus confiante dans la vie de tous les jours. J'ai envie de roter, c'est pour ça que je parle comme ça, je suis désolée. J'essaie de faire ça discrètement. Vous voyez la classe, on parle de classe, je suis classe. Mais non, mais c'est juste... Il y a ce jugement des fois de... je te dis pas d'arriver en tailleur 4 épingles tous les 4 patins, mais bon... Quand t'es servi, il me semble... Quand t'es servi par quelqu'un qui a un minimum, juste ne serait-ce que habillé, etc. Je trouve ça chouette. Moi, je trouve ça chouette. Moi, c'est quelque chose que je remarque chez les gens. Et je vais être honnête, le beauty privilege, il est réel. Il a toujours été réel, il sera toujours réel. Je dis pas qu'il est bon, je dis pas que c'est sain, mais je dis que c'est réel. Je suis plus axée à donner un exemple du pourboire à une meuf que je trouve super bien habillée qu'une meuf qui est en jogging. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas... Même si la meuf en jogging, elle a un service incroyable, je vais en donner quand même, mais je vais me dire, oh, c'est dommage, tu vois. Et ça, c'est mon côté superficiel, et qu'est-ce que tu veux, j'ai été élevée aussi par une maman qui m'a toujours dit, Guita, faut toujours se préparer. Quand tu sors dehors, tu sors pas dehors en jogging, tu sors pas dehors dégueulasse, tu sors habillée. J'ai toujours eu une mère qui m'a implanté ça, mon père aussi, quand je fréquentais mon père quand j'étais plus jeune, quand il était vraiment présent dans notre famille, ça a toujours été un homme qui a toujours pris le temps de s'habiller, se préparer, chaque matin il se parfumait, chaque matin il se rasait, toujours été très propre. Et pareil, en fait, j'ai toujours eu une famille où même si leur style, bah forcément, ne me correspond pas, parce que c'est un style de personnes qui sont dans la... voilà, dans leur fleur de l'âge, donc 70 ans, c'est pas mon style, mais ce sont des personnes qui sont apprêtées. Ils sortiront pas en étant complètement débraillés, et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà. Donc c'était la fin de ma vie. Oh mon dieu, le clickbait. C'était une petite vidéo qui mélangeait deux sujets, c'est ça vraiment je pense le love bombing, l'étape lune de miel et la superficialité. Il n'y a pas trop de lien entre les deux, mais moi je trouvais ça intéressant de filmer sur ça. Donc j'espère que cette vidéo FaceTime vous a plu. On est à 28 minutes, ce que je trouve est une bonne moyenne. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement FaceTime. Bye.